Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Ce soir, nous nous intéressons à la santé mentale. Nous parlons d'un fléau qui se propage d'une manière inquiétante et qui fait peur aux familles. Il s'agit de l'addiction ou la toxicomanie. En 2017, on recensait plus de 340 000 toxicomanes réguliers en Algérie, mais leur nombre serait plus important. Au moins 2,5 voire 5% de la population algérienne consomme épisodiquement des drogues et des psychotropes. Le cannabis vient en tête des drogues consommées, suivies par les psychotropes comme les benzodiazépines ou les amphétamines. Des produits comme la cocaïne également sont consommés. Dans cette émission, on fera la lumière sur les conditions qui font le lit de la toxicomanie, car ce phénomène, s'il ne sera pas extirpé totalement de la société, peut néanmoins être réduit. Qu'est-ce qu'une drogue? Quelle est la limite entre la consommation et l'addiction? Peut-on aujourd'hui encore parler de précarité sociale et de jeunesse en souffrance en évoquant le terreau idéal pour les dealers? Quel est le risque d'une consommation précoce de ces substances? Quels sont les risques mentaux, mais aussi physiques, d'une consommation prolongée? Enfin, quels sont les dispositifs de prévention et d'accompagnement disponibles, notamment en direction des adolescents, des jeunes, mais aussi des familles? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Lalia Antar. Vous êtes chargé du programme des addictions à la sous-direction de la promotion de la santé mentale au niveau du ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Nadir Bourbon. Vous êtes psychiatre et chef de service du premier centre d'addictologie en Algérie. C'est à Blida. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation et l'intérêt que vous portiez à cette problématique et ce fléau qui ronge notre société. Absolument. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Harawi Mohamed Amir. Vous êtes médecin addictologue, vous êtes également responsable du CISA Fouca. Je rappelle que CISA veut dire Centre intermédiaire des soins en addictologie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous trois de venir sensibiliser autour de cette thématique qui ronge beaucoup de nos enfants, comme venez de le dire, professeur Bourbon. Ce n'est un secret pour personne, justement. Lorsqu'on dit aujourd'hui que la consommation des drogues prend des proportions inquiétantes, notamment avec un début de consommation de plus en plus jeune, on parle de 11 ans comme âge premier, de la première prise, et une banalisation surtout de la consommation du cannabis. Est-ce qu'on peut faire un constat pour commencer, professeur Bourbon? Quelle est la situation justement? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui concrètement sur la consommation des drogues chez nous? Alors, comme vous venez de le souligner, donc c'est un problème qui prend des proportions très très inquiétantes et alarmantes, où on voit donc la tranche d'âge donc la plus jeune, c'est-à-dire donc en phase pré-pubertaire, il y a déjà des primo-consommations, et on voit qu'à partir de 15 ans, il y a les retombées de la consommation sur la santé physique, mentale de ces gens-là. Et il y a un retard de consultation qui est estimé en moyenne de 4 à 6 années. Donc du coup, ce n'est pas un signe de bon augure. Voilà. Oui, malheureusement. Alors, une banalisation, docteur Antar, de la consommation et un nombre croissant des toxicomanes admis dans les centres. Il faut dire aussi que ce sont des patients, comme vient de le souligner professeur Bourbon, des toxicomanes qui arrivent à un stade assez tardif, ce qui complique justement la prise en charge. Pourquoi on en est là? On ne fait pas suffisamment de pédagogie? Est-ce qu'on banalise? C'est quoi le problème, docteur Antar? Je rappelle que aujourd'hui vous êtes responsable au niveau du ministère de la Santé, mais pendant des années, vous avez également travaillé dans le CISA Fouca de Fouca. Oui, je pense aussi que c'est un fléau qui il a une dimension, je veux dire, mondiale et ce sujet, c'est pas propre à l'Algérie, c'est clair. Voilà, il y a la disponibilité du produit, il y a la curiosité, il y a même le contexte, je veux dire, social qui a changé par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, on parle d'une société addictogène. On est là, on est prédisposé, on souhaite essayer, on demande, on cherche un plaisir, et c'est à peu près, il y a plusieurs, je veux dire, facteurs de vulnérabilité beaucoup plus. Et par rapport, vous avez déjà souligné au début, par rapport à la précocité de l'usage, c'est vrai que même au niveau de nos centres de soins, on constate la précocité de l'essai, je veux dire, du premier usage. C'est vrai, ça commence à partir de 10 ans, 11 ans, ça croise aussi avec la période d'adolescence qui déjà stimule, je veux dire, la curiosité. Et bien sûr, sans oublier l'effet de la substance qui est déjà un effet qui donne un certain plaisir.
il y a un certain circuit de la récompense au niveau du cerveau où ça crée certaines substances, certaines hormones de plaisir. Et je pense que c'est tout, parce que là, l'adolescent, il essaye, il a un plaisir, il est concret, il le ressent. Il n'a pas de réponse directe, je vais dire, parce que le tout, c'est un sujet qui est tabou quand même dans notre société. Absolument. Il ne trouve pas aussi de réponse. Justement, vous me tendez un peu la perche quand vous parlez de tabou. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que le retard justement dans la consultation, parce que les gens arrivent justement à des stades tardifs, comme je viens de le dire, et cela complique, j'imagine, votre mission en tant que centre de prise en charge? Pourquoi les gens ne consultent pas? Est-ce que c'est par rapport à une stigmatisation? Est-ce qu'on n'est pas informé? Est-ce qu'on ne sait pas qu'il y a justement des dispositifs qui peuvent accompagner? Bon, déjà par rapport aux dispositifs qui commencent à être mis en avant. Après, même par C'est-à-dire rapport, que c'est récent. On va dire que c'est récent, c'est pas que que c'est jusqu'il n'y a récent, pas longtemps, mais- il n'y avait pas beaucoup de choses, finalement. Mais à un certain moment, les gens avaient peur, avaient honte de demander cette de l'aide stigmatisation. par rapport à la consommation ou de l'addiction, ce qui complique d'autant plus la prise en charge. C'est la précocité de la consommation, de la première consommation. Durant la phase du développement du cerveau, donc ce qui complique encore plus la prise en charge. Après c'est ça, oui. Oui. Est-ce qu'on fait suffisamment de pédagogie, professeur Bourbon? Ça aussi, c'est une question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on fait suffisamment de sensibilisation sur cette question, notamment pour les plus jeunes, pour leur apprendre justement à pouvoir communiquer, à pouvoir dire non, tout simplement? Parce qu'un enfant, c'est ça la vulnérabilité, c'est qu'il ne communique pas, il n'arrive pas à dire non. Tout à fait. Donc ça, c'est une question qu'il faut poser. Donc tout d'abord, modèle éducationnel, d'une part. Deuxième des choses, aussi le rôle de l'école dans la pédagogie, la sensibilisation. Et c'est ça la prévention primaire. C'est les gens qui sont en âge donc préscolaire, scolaire, notamment donc le premier cycle de scolarité, il faut faire de la prévention primaire. C'est-à-dire qu'on arrive à l'âge de 12 ans, zéro consommation. Ça, c'est l'idéal qui doit être acquis. Et là, donc, la question, donc, c'est les modèles d'éducation familiale, le rôle de la société civile, aussi le rôle de l'école dans la prévention. On voit que ces gens-là, donc, qui ont un engouement pour les substances, ils ont des problématiques psychologiques, voire même donc mentales, donc assez complexes. L'affirmation de soi, l'intolérance à la frustration, ou des gens qui ont été trop gratifiés, qui n'acceptent pas la frustration, et le recours aux substances. Ça peut pas être aussi un problème de mode parfois aussi en ce moment. Oui, il y a aussi l'imitation de modèles, tout à fait. Donc la période d'adolescence, on sait bien que c'est une période donc où il y a un engouement un petit peu pour la transgression des règles familiales, des règles sociales, de faire des expérimentations. Le souci, c'est qu'il n'y a pas une frontière donc tranchée entre l'expérimentation, l'abus et la dépendance. D'autant plus si la consommation elle est précoce, il y a tous les risques de passer donc à un stade de sévérité, de dépendance, avec toutes les complications sanitaires. Oui. Parlez d'école, professeur Bourbon, l'école qui devient parfois, docteur Antar, disons-le, un point de vente, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle des plus jeunes, c'est généralement autour des écoles où on voit des jeunes qui parfois eux-mêmes se transforment en dealers et en revendeurs. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a aujourd'hui des dispositifs multisectoriels, parce que je sais que ça ne dépend pas uniquement de la santé, est-ce qu'il y a aujourd'hui une action multisectorielle pour que cette facilité ou cette accessibilité aux drogues soit bannie, notamment pour les plus jeunes? Là, pour les actions, je vais dire, de prévention, là, pour faire passer des messages, c'est vrai qu'il y a pas uniquement au niveau de la santé, parce que ce n'est pas uniquement du ressort de la santé, docteur Antar. C'est ça. Si on va parler de la question de la prévention, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné, tout le monde peut contribuer, et c'est ce qui se fait. C'est vrai que pour le moment, ça n'existe pas, je veux dire, une stratégie nationale de prévention. Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'on y pense au moins? Oui, bien sûr. Ça, c'est parce que là, pour parler d'une stratégie, elle est multisectorielle. Oui. Et là, pour le moment, pour dire une stratégie, c'est un des objectifs, bien sûr, du ministère de la Santé, d'avoir une stratégie nationale de prévention de l'usage de drogue au milieu de jeunes. Et là, c'est vrai que, comme vous venez de le dire, qu'il y a plusieurs actions qui se font par plusieurs secteurs, la société civile, tout le monde fait des actions de prévention. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est le bon message? Est-ce que c'est la bonne façon pour faire passer un message à l'enfant?
qu'est-ce qu'on doit informer l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la prévention, elle a évolué. Et pour faire passer des messages à des jeunes, il faut respecter la tranche d'âge, il faut respecter, je vais dire, le niveau de compréhension de l'enfant et qu'est-ce qu'on doit lui faire passer comme message et comme information. C'est vrai que dire non, c'est haram, c'est pas bien, tout le monde le sait. Un enfant qui fait l'expérimentation, il a un plaisir. Qui va le dire pour lui que la drogue n'est pas bonne? Elle n'est pas bien, il a essayé. C'est pas forcément plus le meilleur message à donner. Justement, je veux dire, là c'est... Parfois, les jeunes le savent et ça les inhibe pas pour autant. C'est pour ça que je dis qu'il faut choisir le message et aussi cibler la population en fonction des âges. Je veux dire, par exemple, des actions de prévention qui peuvent, de toute façon, elles se font. Je veux dire, comme certains centres, par exemple, ils le font, centre intermédiaire de soins en addictologie, parce qu'une de leurs missions, c'est la prévention. C'est par exemple toucher le primaire. Le primaire, c'est des enfants, voilà le message à faire passer à cette tranche d'âge. Par la suite, le CEM, parce que le CEM, c'est la phase d'adolescence, c'est l'essai, c'est l'expérimentation, le lycée. Par la suite, si on arrive à la fac, plutôt à l'étape de l'université, c'est bon. On a devant nous des consommateurs. Est-ce qu'il y a une vision, justement? Est-ce qu'il y a une vision dans ce sens? Pour le moment, je vais dire, pour une stratégie, ça n'existe pas. Mais c'est une. Parce que la stratégie, c'est un sujet qui prend d'une vitesse énorme. D'accord, et il prend de l'ampleur. En revenant 5 ans en arrière, on n'avait pas ce type de substance au niveau de la société. D'où l'urgence, justement, d'agir. Oui, même ça n'était pas aussi, je vais dire, ça n'est... Comment dirais-je? Pour dire d'une stratégie, c'est une stratégie que tout le monde qui va participer. D'accord. Et en plus, il faut qu'elle soit adaptée. Et là, c'est vrai que c'est un effort qui concerne tout le monde. C'est pour ça que je dis que le ministère de la Santé fait des actions de prévention. Dire une stratégie nationale, c'est une des projets. Mais pour le moment, on travaille sur c'est-à-dire ça ne dépend pas uniquement de vous, on a compris un peu le message. Je vais vous inviter justement à regarder un reportage dans lequel on va voir des témoignages de jeunes justement qui ont sombré dans l'addiction. C'est un reportage signé Farida Ben Muslim. Regardez. Depuis la dernière fois, le Doka, ça va. Il y a une amélioration. Une prise répétée de substances toxiques crée un état de dépendance psychique et physique. Ce genre de comportement conduit en général à une perte de contrôle sur soi. On parle de toxicomanie, l'état de besoin intense à une substance nocive. C'est la tendance qu'aura une personne à un moment donné de sa vie d'aller vers un produit ou un comportement à la recherche d'un plaisir dans un premier temps. Voilà. Un bien-être, un plaisir, un apaisement parfois, et il va avoir tendance à retourner vers ce produit de nombreuses fois à la recherche de ce plaisir jusqu'à en devenir complètement dépendant et à ne plus pouvoir arrêter, ce qui va le pousser ensuite à augmenter la fréquence de sa consommation et les quantités de ses consommations. Avant, on associait beaucoup les addictions aux délinquances, la délinquance. Actuellement, on reçoit toutes les classes sociales et tous les niveaux intellectuels qui puissent exister. أنا بديت نستعمل كنت صغير كنت نستعمل زطلة بديت صغير كان فيها مالي 14 13 شكون علمك؟ صحابي نشوف صحابي يستعملوها هكذايا شغل تجيك هذيك النوبي تجيك هذيك كنت نقرا مالك بديت بزطلة في الحومة كنا نكيفوا الزطلة بصح ماشي كل يوم ما كانتش شاده فينا كنا طون نجيبوا الزطلة هكذايا نزطلوا ونريحوا ومن بعد كي كبرنا شويه لحقنا الليسي ونشربوا الكاشيات كاين بزاف انواع تاع الكاشيات ومن هذاك اون 2018 بديت لا دروغ دير شفت صاحبي كان معاه واحد صاحبي كان يستعمل هاد لا دروغ دير ومن هذاك اون 2020 اللي ولات شاده فيها وليت نستعملها كل يوم وليت ننجكتيها وليت انجكتابل وليت نديرها انجكتابل حسيت روحي عند دون ان اوتر موند شغل احساس ما نقدرش نحكي لك عليه الاحساس هذا كاع شغل وليت مطروش كاع يتك شغل زيد تخلط مع الكاشيات الاخر وليت مطروش كاع يتك ما على باليش كاع وراني شغل تخسرك هي ترجعك شغل تخسر تخسر لك لا بيرسوناليتي تاعك ترجعك ماشي نقي تولي ما تبلونشيش لروحك ما تحبش تلبس ما تحففش العباد يجبدوا عليك يشوفوك بلي انت انسان عيان يخافوا له كيما انت ديبي تاعي الكول ومن بعد مثلا حبست الكول بديت في
في الحشيشه هذه مثلا. وزدت حبيت حاجه وقت اخرى حبيت نزيد لها كاشيات وكا وليت شينت وسنيه راحوا نتحطوا كاع نوصيهم باللي هذه حاجه ماشي مليحه تهبلك وتمرضك تشوفك مع الود دخلت تضحك وتفرح هكا ومن بعد تديك ديالك الهويه. L'application de ces substances est un trouble évolutif qui empire s'il n'est pas traité, d'où l'importance de savoir les premiers signes liés à la consommation afin d'apporter de l'aide le plus rapidement possible. Alors on vient de voir des témoignages percutants de personnes justement qui ont sombré dans ce fléau. Avant peut-être de revenir justement sur le contenu de témoignages, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qu'une drogue déjà ? Une drogue, on parle de substances psychoactives qui agissent au niveau du cerveau, donc c'est le système de récompense. Donc je consomme, ça me fait plaisir, je recommence, ça me fait encore un peu plaisir, je recommence, après il y a des conséquences qui vont apparaître. Après c'est la perte de contrôle, là on passe à l'addiction. Donc entre un usage. Donc la drogue ou bien la substance, elle va prendre beaucoup plus de place, on va dire, dans la vie de la personne, dans son hygiène de vie. Donc, il y a plusieurs groupes de drogue. Pour rester juste, on va revenir sur l'addiction et se dire la différence entre l'addiction et la consommation. Il y a plusieurs groupes de drogue. Toutes les drogues n'ont pas le même effet, toutes les drogues ne sont pas les mêmes. Il y a des drogues on va dire qui vont stimuler un peu, qui vont booster, il y a des drogues qui vont calmer. Donc c'est selon le profil, on va dire le profil psychologique, le profil personnel. De stimulants et de perturbateurs, c'est ça. On peut parler de trois grandes familles, professeur Bourbon. Tout à fait. Il y a les psychostimulants, il y a les sédatifs et il y a les psychodysleptiques. Donc au fait, donc la consommation, elle procure du plaisir. Mais il y a aussi des biais qui vont se faire. Enfin, toutes les drogues donc, agissent au niveau de certains récepteurs donc, différents. Mais la voie finale, c'est une augmentation du neurohormone qu'on appelle la dopamine. C'est la dopamine, donc c'est l'hormone du plaisir, mais pas que du plaisir. C'est l'hormone de tous les apprentissages. À chaque fois que vous apprenez une nouvelle stratégie, un nouveau comportement, donc il y a un pic de dopamine qui est libéré dans le cerveau et qui va être un signal pour enregistrer cette information d'un comportement pertinent qui sera répété par la suite. Le souci, c'est qu'avec les drogues, donc, il y aura une augmentation importante de cette dopamine et qui aura comme valeur un hypersignal, un hyperapprentissage qui va prendre le dessus sur tous les autres apprentissages. Et donc, du coup, ça devient l'unique stratégie pour réguler ou pour gérer tous les conflits qui se posent à la personne. Autrement, une solution qu'on va utiliser à tout azimut pour régler ces tensions internes, ces relations extérieures, ces relations familiales, ces conflits interpersonnels. Mais c'est ça tout le souci. Oui. Quelles sont les drogues aujourd'hui qu'on voit en Algérie, Dr Antar, les plus consommées? On a parlé de cannabis particulièrement. Est-ce qu'on a raison de croire que le cannabis serait moins nocif que, par exemple, les drogues dures? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est la première drogue, substance utilisée chez cette population, mais aussi à l'apparition ces dernières années de la prégabaline, du tramadol, d'accord, c'est vrai, de l'ibenzodiazépine et aussi même, l'héroïne et le subutex. C'est de l'héroïne, c'est sous forme de comprimé. Voilà, il y a même l'apparition de la cocaïne. Je veux dire que c'est des drogues, c'est vrai que ça diffère par rapport au prix, par rapport au effet, par rapport à l'effet de la substance elle-même. C'est vrai que toutes ces substances procurent du plaisir, mais entre-temps, il y a aussi une prédisposition par rapport à la personne. C'est-à-dire il y a des gens qui sont généralement calmes, ils préfèrent du cannabis parce que vraiment, ils donnent, un certain confort pour eux-mêmes. Il y a des gens qui sont hyperactifs. Là, ils virent, le choix de la molécule de prédilection, par exemple, ça sera un stimulant, comme a dit le professeur. Ça se passe pas comme ça forcément. Mais c'est plus par rapport à la disponibilité. Oui, c'est vrai qu'il y a la disponibilité aussi. C'est ça, voilà.
En fait, les produits les plus accessibles, si on parle plus de cannabis, parce que peut-être c'est celui qu'on trouve le plus sur le marché. En plus, il y a même aussi l'aspect que je vais dire pécunier, culturel et social. D'accord, ça ressemble à une cigarette. D'accord. Et il faut dire aujourd'hui que aussi le cannabis qui est sur le marché, ce n'est pas du cannabis naturel. C'est ça qu'il faut insister à dire. Voilà, c'est du synthétique aussi. Aussi la concentration de THC. Aussi, en plus, on ne sait même pas exactement. Ça, c'est la substance qui vient altérer les neurones. C'est la substance active. Oui. D'accord. Et en plus, on ne sait même pas avec qui aller mélanger cette substance. Et en plus, l'usage précoce, ça crée même des troubles, je vais dire, sur du développement du système nerveux central. Et là, c'est vrai que ces substances, ils ont une prédilection par rapport à l'usage aussi aux dépens de la disponibilité du produit. Oui. D'accord. Ça, c'est... Oui. Professeur Bourbon, on a raison de croire que le cannabis serait moins délétère, parce qu'on a tendance à dire que c'est naturel. Sous d'autres cieux, c'est quelque chose de tout à fait normal de fumer un joint, entre parenthèses, alors qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est presque aussi délétère qu'une drogue dure. Le cannabis est un produit délétère pour la santé. On sait bien donc que le cerveau déjà il fabrique ce qu'on appelle des endocannabinoïdes, c'est le cannabis donc naturel. Et puis le cannabis il vient là donc usurper donc les récepteurs des endocannabinoïdes, ce qui va mettre donc ce système physiologique donc en état de stand-by. Et ce qu'on sait c'est que le cannabis donne beaucoup de troubles de la concentration, de l'attention, ce qui peut provoquer des accidents routiers, notamment donc quand on voit les catambes routières. Certainement, donc, il devrait y avoir donc un rapport avec la consommation de cannabis. Et le cannabis aussi est un facteur, donc il contient plusieurs produits psychoactifs. Il y a le THC, le tétrahydrocannabinol, mais il y a aussi d'autres produits. Et maintenant, donc, le cannabis synthétique, il y a une inversion des rapports entre le THC et d'autres constituants qui ont des fonctions protectrices du cerveau. Donc du coup, le cannabis actuel qui est commercialisé, d'ailleurs une étude qui a été faite donc au niveau du centre de référence de Bouchaoui, donc de criminologie, et donc dans les quantités saisies depuis les années 2010 à ce jour, on voit que la titration en cannabis est en train de décupler. Donc on est passé de 5% à 10 jusqu'à 20%. 20% de THC dans le cannabis, c'est une éclosion d'une psychose qui va se voir lors des primo-consommations. Donc, c'est un facteur de mauvais augure pour l'avenir mental des jeunes consommateurs. Et au bout donc de 2 années, 3 années de consommation, on risque d'avoir des états psychotiques, des tentatives de suicide, en plus de tous les comportements violents. Et là, donc, voilà. Oui. Il faut dire que voilà, le cannabis n'est pas un bonbon. Hein. C'est ça, ça altère notre comportement, notre façon de penser, notre concentration, comme vous venez de le dire. Docteur Amir, est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage un médecin qui parlait, qui disait qu'avant, les jeunes appartenaient à un certain rang peut-être social. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler, quand on parle de lit de consommation, est-ce qu'on peut encore parler de précarité sociale ou de jeunesse, c'est-à-dire qui est en souffrance? Ou alors non, finalement, les personnes que vous voyez au niveau du centre viennent de plusieurs horizons. On n'a pas vraiment de profil, j'ai envie de dire. Déjà, le profil de consommation, il a changé également le profil des consommateurs. C'est ça, voilà. Donc, il y a des consommateurs bien insérés socialement qui occupent des postes, d'autres qui travaillent, d'autres au chômage. Donc, ça touche toutes les tranches de la société. Donc après, ça peut différer dans le type de consommation, dans le contrôle. Ils essayent de garder au mieux l'estime de soi, donc ils sont ils essayent de garder contrôle. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans l'addiction. Si, ils tombent dans l'addiction, mais ce n'est pas une addiction contrôlée par rapport au type de substance. Donc même par rapport au niveau intellectuel, donc il se renseigne, on va dire, sur les substances, donc parce qu'il y a des polyconsommateurs qui prennent des avaloirs, qui peuvent prendre tout type de substances confondues, donc des stimulants. Comme on disait tout à l'heure dans le reportage, encore une fois, quand on parlait de du fait de prendre aussi beaucoup d'alcool, généralement avec les drogues. Et c'est cette confiance, en plus, je vais dire, qui va les piéger, en fin de compte.
Je voulais justement revenir par rapport au cannabis. C'est ce phénomène de consommation, de mettre une grande quantité dans une bouteille et de tout inhaler une seule fois, c'est ce qui peut causer des bouffées délirantes aiguës. C'est une concentration augmentée en THC qui arrive directement, une décharge au cerveau, surtout pour une première consommation, pour quelqu'un qui n'a jamais consommé. Donc il prend d'un seul coup une bouffée d'une grande quantité de cannabis. Il y a des dégâts considérables. Vous en voyez beaucoup, des gens comme ça. Est-ce qu'il y a une mortalité? Est-ce qu'on a des chiffres sur la mortalité, par exemple? Des chiffres sur la mortalité, moi, je n'en ai pas. Au niveau de votre centre? Au niveau de notre centre, nous, c'est le centre intermédiaire de soins en addictologie. Donc, c'est les soins en ambulatoire, les soins de proximité. Donc, on est là dans l'offre de soins, dans la prestation de soins, dans l'accompagnement du malade. Donc, une approche centrée sur le malade, selon ses besoins, selon ses rythmes. Après, vous avez parlé aussi de la banalisation de la consommation du cannabis. Donc, généralement, les patients, quand ils viennent lors de l'interrogatoire, je consomme ceci, je consomme cela. Après, le cannabis, il est considéré comme la base, un truc tout à fait normal. C'est le début. Généralement, on commence par ça. C'est le meilleur du pire, on va dire. Même le consensus culturel et sociétal, même par rapport les parents sont moins choqués de voir le cannabis que de voir d'autres types de comprimés ou d'autres types de substances qui sont dures. Donc c'est le meilleur du pire parce que aussi c'est la plus ancienne, donc on la connaît mieux, on l'a vu. Peut-être que ça peut expliquer la banalisation justement du... Oui, mais il faut dire aujourd'hui que ce qui se vend justement, pour ne pas tomber dans la banalisation justement, parce que ce n'est pas le message qu'on devrait communiquer aujourd'hui, c'est-à-dire même pour le cannabis, il faut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas complètement naturel, on ne sait pas avec quoi il est coupé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une drogue artisanale qui passe par plusieurs étapes, par plusieurs personnes. Et mélangée avec d'autres substances. Justement, avant d'arriver au quartier, après même les dealers, ils ont des intentions purement lucratives et ils peuvent couper la substance avec tout type d'autres additifs. Donc c'est ça le danger, absolument. Exactement. C'est pour ne pas tomber dans la banalisation, justement. Docteur Antar, est-ce qu'on peut parler de facteurs prédisposants? Est-ce que l'âge, on parlait depuis tout à l'heure justement de la précocité, de la première prise, aujourd'hui 11-10 ans, ce qui est juste choquant. Est-ce que l'âge, cet âge particulièrement, la prépuberté ou la préadolescence, serait un âge vulnérable? Bien sûr, c'est un âge vulnérable par rapport à la psychologie de l'adolescent qui est là dans l'expérimentation, dans l'affirmation de soi, la recherche de soi. Il est là dans l'expérimentation. En plus, c'est la phase, je veux dire, un peu critique, difficile entre l'enfance et la phase adulte, pour simplifier les termes. Mais aussi, par rapport aux facteurs de vulnérabilité, il y a aussi, la conception de la personne par rapport au traumatisme qu'elle a vécu, psychologique, la manière comment l'enfant il est éduqué, aussi le développement de ses capacités et compétences par rapport à l'objectif de vie, par rapport à l'entourage familial, par rapport à l'entourage, de la société. C'est tous ces facteurs, comme ils peuvent être des facteurs de vulnérabilité, et ils peuvent aussi être des facteurs protecteurs. C'est un enfant qui est encadré dans le sens, où il est respecté dans l'affirmation, l'estime de soi, il a plusieurs activités, plusieurs sources de plaisir, et là avec un projet de vie qui est construit, porté par les parents à un certain moment, accompagné. L'unité familiale, il faut dire qu'elle est très importante. C'est ça, c'est par rapport à ça. C'est vrai que, je répète, comme ces facteurs peuvent être des facteurs de vulnérabilité, de l'autre côté, ils peuvent aussi être cultivés et considérer au contraire qu'ils vont protéger la personne de tomber dans l'addiction. Même s'il y a un usage simple ou un usage abusif, c'est-à-dire c'est possible que ces facteurs contribuent que la personne elle n'arrivera pas au stade de dépendance. Oui, absolument. Professeur Bourbon, qu'est-ce qu'on cherche généralement quand on tombe dans la consommation des drogues ou par la suite dans la dépendance ou carrément l'addiction? On est à la recherche de quoi? Alors ça devient un comportement automatique. Au début, donc, c'est la recherche du plaisir. Donc, c'est bien que la lune de miel ne dure que peu de temps. Par la suite, c'est la lune de
C'est le fiel. Donc, du coup, le comportement, il devient automatique. C'est même pas un comportement donc réfléchi. Ce qu'il faut savoir que rapidement donc s'opère donc ce qu'on appelle une dissociation entre le comportement de consommation et la sensation du plaisir. Juste la présence du produit donc du plaisir, une baisse de tension. Et donc, quand on parle d'addiction, on ne parle pas de la consommation, de l'addiction en tant que maladie. Donc, le symptôme primordial, c'est ce qu'on appelle le craving, cette envie de répéter l'expérience de la lune de miel. Cette expérience, donc, elle est suscitée tout d'abord par la sensation du plaisir, la suppression du déplaisir, mais parfois, donc, elle est déclenchée, ce qu'on appelle par des indices, donc, extérieurs, environnementaux. Ça peut être le groupe des pairs, ça peut être aussi, donc, des images, donc, des signaux infraliminaux qu'on voit à la télévision, on écoute à la radio, en écoutant une musique, qui va déclencher cette envie impérieuse d'aller consommer. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément un acte délibéré par la suite, ça devient un comportement qui échappe au contrôle du sujet. Et il devient donc une compulsion donc, à laquelle on ne peut plus résister. Et donc, du coup, les patients donc, addicts, pas les consommateurs, consomment tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que de consommer. Ma question n'était peut-être pas avant d'arriver à l'addiction, professeur Bourbon, peut-être pour être plus vigilant pour les familles peut-être qui nous regardent aujourd'hui. Ces jeunes, ils cherchent quoi quand ils vont s'orienter dans cette voie ou dans ce milieu? C'est ça en fait la question. Alors la question, donc, je pense que le docteur Antal m'a précédé en disant donc qu'en fin de compte que la consommation, c'est l'interaction d'un individu, donc avec toute son hérédité biologique, psychologique, son histoire familiale. Il y a aussi donc le produit, c'est-à-dire le pouvoir addictogène du produit. On voit par exemple les gens qui expérimentent des drogues dures comme donc la buprenorphine hors dosage qu'on appelle le Subutex ou de l'héroïne. Donc rapidement le processus de dépendance s'installe. Et donc ces renforçateurs, ce qu'on appelle les renforçateurs négatifs, c'est-à-dire lorsqu'on arrête, on a des douleurs, des sueurs, des diarrhées, toute une symptomatologie clinique qui fait qu'on ne peut pas se défaire de la consommation tout rapidement, soit un traitement alternatif. Voilà. La seconde des choses, peut-être, c'est l'affirmation dans un milieu urbain. Ça c'est très important. Voilà, c'est beaucoup plus une affirmation dans le groupe de pairs. Donc aussi donc un signe d'identité, d'appartenance à un groupe social particulier. Et puis par la suite, il y a aussi les problématiques familiales, il y a aussi les problématiques économiques, il y a aussi donc la difficulté d'accéder au monde du travail. Il y a beaucoup de facteurs. En fait, donc c'est une question complexe. C'est-à-dire il y a plusieurs facteurs tout à fait. Donc c'est multifactoriel et l'abord de cette problématique ne peut pas donc ne peut pas occulter certains aspects donc socio-économiques donc du contexte dans lequel évolue la société. Vous voulez rajouter sur ce que le professeur Bourbon a dit, c'est qu'il y a aussi la prédisposition neurobiologique et qu'on n'est pas égaux devant ces substances. Oui, tout à fait. Ça c'est par rapport à l'addiction. Voilà, ça c'est par rapport à l'addiction. C'est-à-dire tout le monde ne va pas devenir addict, absolument. Est-ce qu'une première consommation va impliquer forcément de refaire l'expérience, où on peut finalement, il existe des personnes qui ne vont pas chercher forcément à refaire cette expérience? Par rapport à la première consommation, c'est la quête d'affirmation, la quête d'appartenance à un groupe. Ça, oui. C'est cette quête du plaisir. Donc, parfois c'est une simple curiosité aussi. Après c'est une simple curiosité. Après c'est selon les individus, selon la personnalité, selon l'état psychologique, selon les prédispositions. Après, s'il y a plusieurs sources de plaisir en parallèle, ce qui sont les facteurs de protection, comme l'a dit le docteur Antal. Donc, c'est comme des piliers, en fait. Donc, s'il manque un pilier, il peut encore tenir mieux. Tant qu'il y a moins de facteurs de protection, tant que l'individu peut basculer plus facilement de la consommation à l'addiction, parce que c'est la rencontre avec la substance qui va procurer du plaisir. Ok, il peut avoir d'autres sources de plaisir. Ça lui permet d'appartenir à un groupe, mais aussi il a d'autres centres d'intérêt, du sport, des loisirs, donc il a d'autres appartenances à un groupe, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Après c'est ça. Après s'il n'a pas d'autres sources de plaisir, elle deviendra cette substance-là. Vous pensez que la jeunesse aujourd'hui ou les adolescents d'aujourd'hui sont entourés de plusieurs facteurs de vulnérabilité d'une manière générale? Est-ce que vous pensez que nos jeunes sont vulnérables?
Nos jeunes Ou ils sont sont protégés, au vulnérables, contraire? c'est trop dire. Après, pour parler de la Il y a de plus en plus de jeunes quand même qui s'adonnent aux drogues. c'est le rôle justement de la prévention. De la prévention, c'est pas que dire ce qu'il n'y a pas lieu de faire, c'est aussi de dire ce qu'on peut faire. C'est aussi de dire à un adolescent quelles sont toutes les sources de plaisir possibles, accessibles. Je dis bien accessible parce que c'est selon la classe économique, mais il y a des sources de plaisir qui sont accessibles. Donc c'est de lui permettre d'acquérir ce plaisir recherché dans les substances. Vous n'avez pas répondu à la première question. J'avais dit une première consommation implique forcément refaire l'expérience ou pas. Non, enfin pas forcément. Mais la plupart vont vouloir refaire l'expérience. La plupart, ils vont vouloir refaire l'expérience. Après, refaire l'expérience, c'est pas devenir addict. Oui. C'est de refaire l'expérience, de retenter. Et la consommation de cannabis implique forcément tomber dans d'autres drogues, généralement. Ça se passe comment ? Après, par rapport au cannabis, c'est le terrain d'entrée, on va dire. Oui, c'est la cigarette comme premier palier. Après, c'est le cannabis parce que du moment qu'il fume une cigarette... Parce qu'on va chercher des sensations fortes, on va aller vers... C'est ça, c'est pour ça qu'on va aller vers d'autres drogues. De tester. Les drogues dures, généralement, ne sont pas expérimentées dès le premier contact avec ce genre de substance, plus ou moins rarement. Mais c'est l'accessibilité et c'est une étape, c'est parmi les premières étapes de consommation. Professeur Bourbon, sur la même question. Quel est le parcours habituel d'un jeune ? Alors, le parcours, tout d'abord, c'est le tabac. C'est la consommation précoce du tabac, déjà au collège. Donc, on ne peut pas commencer d'emblée par des drogues. Probablement pas. Donc, c'est rarement. Donc, en général, c'est le tabac. Donc, pour pouvoir s'affirmer, donc imiter le modèle des adultes, rapidement, ça transite par le cannabis. Et puis, la profusion aussi des psychotropes sur le marché, notamment donc les anxiolytiques, les benzodiazépines. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'il y a des primo-consommations avec des drogues dures. Hein. On voit par exemple dans la trajectoire de certaines patients, donc la consommation d'opioïdes, d'opiacés ou d'opioïdes, hein, comme le tramadol, mais aussi la buprenorphine prédosage en sniff, qui commence à l'âge de 16 ans. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'à 18 ans, on devient dépendant. Hein. Si on commence donc à consommer les opioïdes précocement, rapidement s'installe le processus de dépendance. Et donc, du coup, rapidement, on est dans l'escalade de passer d'une voie d'administration à une autre, la voie injectable, qui est pourvoyeuse d'infections donc méchantes comme le VIH ou l'hépatite C. C'est d'autres problèmes. Et l'overdose aussi, voilà, le risque de mortalité. Oui. Vous en parliez tout à l'heure, docteur Rantal. Tout le monde ne devient pas addict. Cela dépend de certains facteurs de vulnérabilité, c'est ça ? Oui, et je pense aussi expérimenter la substance, ça s'est enregistré au niveau du cerveau. En plus, par la suite, il y a pourquoi on reconsomme. D'accord. Il y a soit on reconsomme parce il s'agit d'une fête ou aussi on est entre amis ou pour je vais dire traiter une souffrance psychologique parce que en plus la substance ça crée du plaisir. Et en plus si ça devient très dangereux et ça je pense que c'est le trajet le plus rapide vers une addiction, c'est quand on règle un problème psychologique en consommant une substance. C'est-à-dire que ça sera le seul échappatoire à utiliser pour être normal. Et ça va devenir un rituel. Oui. Et là, par la suite, parce qu'elle traite une certaine souffrance intérieure et qui n'est pas exprimée par l'adolescent. Je pense que aussi il y a le seuil de tolérance au niveau du cerveau qui augmente. C'est pour ça, au début, un joint suffit, 2, après 3, par la suite, on va passer à notre substance et ainsi de suite. Je pense que on est toujours à la recherche de plus en réalité, en termes de sensations. C'est le piège de l'addiction, on va dire, c'est répété. C'est ça. Par la suite, c'est le seuil de tolérance qui augmente. Par la suite, c'est-à-dire un comprimé ou un joint ne répond pas à la satisfaction qu'on a trouvée au début. Oui, absolument. Alors, est-ce que les parents remarquent finalement, quand on parle de jeunes ou d'adolescents, est-ce que les parents remarquent et est-ce qu'ils consultent ? Les parents peuvent remarquer certains changements de comportement des enfants. Donc après, ils consultent. À notre niveau, on reçoit des parents qui viennent seuls, qui n'arrivent pas à ramener les enfants, leurs enfants, ou bien qui ont juste des doutes.
Ils viennent seuls, sans les enfants parfois? Oui, ils peuvent venir seuls. Il y a un accompagnement pour ce genre de démarche, justement? Un accompagnement de la part des médecins et des psychologues dans la guidance des parents, c'est de les doter d'outils qui vont leur permettre d'accompagner leurs enfants, si les enfants ne veulent pas intégrer la thérapie, comment les inciter à venir, comment leur éviter les comportements à haut risque. Donc c'est de protéger leurs enfants. Avoir un guide en réalité, en quelque sorte. Et de comprendre de manière scientifique l'approche, ce que c'est qu'une addiction, ce que c'est qu'une consommation. Comment on doit se comporter, tout simplement, ce qu'il y a lieu de faire pour arranger les choses. Absolument. Qu'est-ce qu'on doit guetter, professeur Bourbon? On parle de parents, justement. Qu'est-ce qu'on doit guetter? Quels sont les signes qu'on doit chercher chez un enfant? Comment reconnaître que notre enfant, par exemple, a consommé des drogues? Je pense que l'un des comportements qui peut alerter les parents, donc soit les troubles du sommeil, ça peut être le fléchissement du rendement intellectuel, du rendement scolaire. Ça peut être aussi des comportements agressifs, donc à l'envers des parents. Donc tout cela, il n'y a pas de symptômes spécifiques. Il n'y a pas de symptômes physiques, par exemple, une fatigue, les yeux rouges, non? Et ça, c'est le cannabis, voilà. Quand vous parlez du cannabis, tout à fait. Donc on a une dispersion de l'attention, la sécheresse bouche, la bouche sèche, les conjonctives un petit peu injectées rougeâtres. Donc ça, c'est des signes donc, qui peuvent orienter vers la consommation de cannabis. Mais d'autres produits, il n'y a pas de signes spécifiques, mis à part un état de sédation ou plutôt le contraire, donc un état d'hyperactivité quand il y a des psychostimulants. Et parfois, c'est quand donc les jeunes ils ont des perceptions inhabituelles, donc comme des hallucinations comme ça. Donc suite à la consommation de cannabis, notamment s'il est hypertitré, donc c'est des signes qui peuvent alerter éventuellement les parents. Ça c'est un stade plus avancé, hein. C'est pas au forcément. Tout début, au tout lors début, de on la peut avoir des consommation, hallucinations. oui, tout à fait. Parce que vous avez donc l'intoxication, donc c'est les symptômes qui apparaissent après une consommation. Donc c'est ce qu'on appelle les signes d'intoxication aiguë. Il y a les signes d'intoxication donc chronique, c'est quand il y a donc une répétition de l'expérience. À ce moment-là, on commence à voir les signes délétères sur le fonctionnement habituel du jeune adolescent ou du jeune consommateur. Et puis souvent, c'est des complications donc complètement psychiatriques qui peuvent amener à aller voir le psychiatre. On va y arriver justement. Voilà. Alors, pour rester sur les parents, hein, parce que ça c'est très important, quel comportement doit-on avoir? Est-ce qu'on doit fouiller la chambre? Est-ce qu'on doit obliger l'enfant à faire des tests? Est-ce qu'on doit être dans la punition? Ou bien au contraire, on doit essayer plutôt d'être dans le dialogue, de rétablir le dialogue. Oui, je pense déjà le fait que les parents suspectent ou remarquent le changement de comportement de leurs enfants, c'est vrai qu'il ne s'agit pas systématiquement, automatiquement qu'il s'agit, je veux dire, d'une consommation. Oui. Même si les parents retrouvent des substances, je pense, dans les poches, ou là, dans la chambre de la personne, c'est vrai qu'utiliser de la violence verbale ou physique, ça ne règle pas le problème, parce que lui, il va penser à autre, je veux dire, stratégie pour au contraire. En plus, quand on est sous l'effet de drogue, on a un comportement complètement parfois agressif et on est inconscient aussi par rapport au comportement qu'on peut avoir. Oui, parce que même au début de l'usage, il s'agit, c'est-à-dire la plupart, je veux dire la majorité de cette population, elle est dans le stade de l'adolescence. L'adolescence, elle est dans la curiosité, dans l'affirmation de soi, dans je veux dire dans la contradiction carrément. Il va tout faire pour dire que j'ai raison et je suis là. Et là, c'est pour ça que le comportement de violence ou de contradictoire avec les adolescents, ça crée au contraire des conflits familiaux et ça ne règle pas le problème. C'est vrai que ne rien faire, c'est pas normal. Par contre, je pense que justement, c'est qu'on demande aux parents déjà de s'informer auprès de spécialistes. Je veux dire, dans la matière, il y a des centres intermédiaires de soins en addictologie déjà qui offrent des soins. Des environs déjà. On va parler d'Alger. Quels sont les centres aujourd'hui qu'on peut consulter justement, où on peut consulter? Oui, déjà. On peut rappeler déjà. Il y a 2 centres intermédiaires de soins en addictologie. Un chez Aga, que le professeur Bourbon a tenu pendant plusieurs années auparavant. Et il y a aussi un centre intermédiaire de soins addictologie à Fondlo. Et là, c'est parmi les stratégies justement du ministère de la Santé dans l'offre de soins que pour le moment, il y a 40 centres intermédiaires de soins en addictologie
en Algérie construit. C'est vrai que par rapport aux fonctions, que là, le ministère de la Santé, il est en train de former des médecins généralistes formés en addictologie. Ça aussi, c'est un gros problème. Oui. La formation des addictologues. Il y a une formation bien spéciale pour prendre en charge justement cette problématique. Et par la suite aussi, c'est que cette activité de proximité qui répond à la demande des parents. En plus, même la prise en charge, je veux dire, elle est inscrite dans la durée, au minimum 6 mois, avec un accompagnement qui a comme objectif de changer le comportement de la personne, je vais dire, addictive, vers un nouveau comportement sans substance. C'est pas évident de le faire du jour au lendemain. Il suffit pas d'une ordonnance de traitement aussi. En plus, ça nécessite une équipe pluridisciplinaire formée de médecins, de psychologues, d'infirmiers, de sociologues, à travers des activités individuelles. Au niveau des centres, si vous permettez, docteur Antal, au niveau des centres déjà qui sont ouverts, est-ce qu'on a suffisamment de mains, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a suffisamment de gens formés? Oui, je vais dire que c'est vrai que quand je dis ça, c'est une problématique très importante. 46 centres construits, c'est vrai que par rapport à l'offre de soins, il y a quand même un certain je vais dire, déséquilibre par rapport au personnel. D'accord. En plus, on ne trouve pas, je vais dire, je pense que le professeur Bourbon, parce que déjà, il a tenu je vais dire. Lui-même, il fait des formations. Oui, une formation addictologie. On ne trouve pas des médecins qui font le choix de, je vais dire, exercer cette spécialité. Déjà, et c'est un sujet que, je vais dire, nécessite un certain engagement, Absolument. une certaine, je vais dire, même une prédisposition. Si le professeur Bourbon partage cet avis Maya, il est aussi à mon collègue Dr Meraoui. Mais c'est pour ça que là, il y a des médecins qui sont en train de former, il y a des psychologues. La thématique, je vais dire, le sujet prend de l'ampleur, ça intéresse, je vais dire, beaucoup de gens. Et je pense qu'à travers là, qu'il y a heureusement qu'aujourd'hui, il y a quand même des centres qui font, je vais dire, quand même un travail remarquable. Il faut dire que les choses en matière de soins et de prévention. C'est-à-dire par rapport à il n'y a pas longtemps, il y a des choses qui se font aujourd'hui, fort heureusement. Les choses commencent à changer parce que il n'y a pas longtemps, on n'avait pas grand-chose dans ce domaine, disons-le. Alors, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui, par exemple, au niveau du CISA de Foucault, pour une personne qui est addicte? Quel est, j'ai envie de dire, quel est son parcours de soins? Alors, son parcours de soins, c'est déjà d'arriver au centre, de faire le premier entretien d'évaluation avec nos infirmiers. Donc ça permet d'évaluer, d'avoir les informations nécessaires. Après, il passe chez le médecin, qui sera le médecin référent du patient. Donc après, il faut tout d'abord faire un état de lieu de ce qu'il y a comme facteur de protection, comme facteur de vulnérabilité, d'essayer de stader aussi le degré, la sévérité de l'addiction. Après, c'est au cas par cas, c'est des prises en charge, je vais dire, individuelles, c'est du sur-mesure pour le patient selon sa demande, selon sa relation avec la substance, justement. Si c'est une substance qui lui procure du plaisir, si c'est une substance qui le renforce, si c'est une substance qui lui permet d'oublier quelque chose. Donc après, on peut l'orienter chez un psychologue. Les patients adhèrent généralement à ce parcours de soins qui est long, il faut le dire. Le chemin du sevrage et de l'abstinence est très long à faire. Et ce qui est encore plus important, c'est de maintenir l'abstinence. Est-ce que les gens continuent de consulter ou vous voyez beaucoup de gens qui finissent par abandonner? Comment ça se passe? Les gens vont consulter et continuer à consulter selon... Nous, notre but lors du premier entretien, c'est justement de tisser cette alliance thérapeutique avec le patient qui va nous permettre de l'accompagner selon sa demande. Donc un parcours qui paraît long, mais les étapes qui sont franchies au fur et à mesure qui vont le renforcer et lui donner plus de confiance et plus d'estime de soi, que ce soit par rapport au contrôle de la consommation, la régression, la diminution, à l'abstinence, même s'il y a une rechute qui peut faire partie de la thérapie, carrément. S'il rechute, il reconnaît le mécanisme de sa rechute, qu'est-ce qui a fait qu'il a rechuté, et essayer de recombler le vide, je vais dire, ou de refaire les lacunes. C'est une progression. C'est pour ça, le docteur Anter l'a dit, c'est un processus inscrit dans le temps. C'est selon chaque patient, selon sa demande,
selon son engagement, selon le degré, la sévérité de l'addiction. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a une nouveauté qui est très importante, professeur Bourbon, l'introduction du méthadone notamment pour le sevrage, justement, c'est ça? Pour le sevrage et le maintien du sevrage, donc aussi, donc le maintien de l'abstinence. Ça date de 2022, c'est ça, l'entrée en vigueur, ou un peu avant, dans votre service peut-être un peu avant? Oui, nous avons été donc le premier centre pilote, donc suivi par la suite par le centre de Cheraga. Donc on est parti sur un échantillon de 100 patients, donc divisé sur les 2 centres. Et puis il y avait une évaluation qui s'est faite en cours de chemin, c'est-à-dire à 6 mois et 1 année. Alors l'avantage d'avoir de la méthadone pour les patients qui ont une dépendance donc aux opiacés, qui sont des drogues dures auxquelles il est difficile de se défaire sans un traitement de substitution. Donc le résultat est spectaculaire. Alors, ces patients-là, on les a recrutés sur la base de la sévérité, de la présence de comorbidités somatiques, notamment donc des patients qui avaient une charge virale donc assez élevée, qui devraient bénéficier d'un traitement antirétroviral pour l'hépatite, et qui ne pouvaient pas le faire du moment où ils sont toujours donc consommateurs de substances. Donc ça a été un critère donc de priorisation de patients. Les résultats à 5 mois ont été spectaculaires. Il y a moins de demandes d'hospitalisation, pas de perte de vue. Les patients ont pu bénéficier de traitements antirétroviraux et l'abstinence a été conséquente sur toute l'année en cours. Donc, du coup, nous considérons que c'est vraiment donc une réussite de ce projet-là. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour la consolidation aussi, hormis la prise en charge médicamenteuse, pour la consolidation de l'abstinence, parce que ça, c'est très important. Beaucoup de gens viennent avec la volonté, justement, de se débarrasser de cette maladie, parce que oui, c'est une maladie, la toxicomanie. Tout à fait. Mais pour la consolidation de l'abstinence, outre, j'ai envie de dire, les instruments médicamenteux. En tout cas, l'approche, c'est une approche globale. Donc, tout d'abord, elle est basée sur ce qu'on appelle donc l'approche motivationnelle. Le principe n'est pas simplement l'abstinence, mais c'est la promotion aussi de la santé, parce qu'on sait bien que l'addiction, elle crée des dommages sanitaires, donc qui ne sont pas du tout négligeables. Physiques et mentaux qui ne sont pas négligeables. Et on peut rappeler brièvement. Oui, on peut les rappeler. Alors, l'infarctus, l'AVC. Vous avez tout d'abord l'overdose, que c'est le premier risque, notamment avec la consommation d'opiacés quand ils sont associés aux benzodiazépines. Vous avez toutes les infections donc virales, l'hépatite, le sida et aussi la syphilis. Donc, d'ailleurs, ça fait partie de l'inventaire qu'on fait quand le patient se présente pour une cure de sévrage ou pour une prise en charge. Vous avez toutes les bronchopneumopathies aussi, parce qu'on inhale aussi on inhale pas mal de choses désagréables. Et puis donc toutes les complications aussi hépatiques. On sait bien que tous les médicaments et tout ce qu'on nous consomme passe par le foie et souvent donc ça crée donc des dommages au niveau donc du foie et des reins. Donc voilà donc un petit peu les complications somatiques. Il y a aussi les complications psychiatriques. Souvent il y a des dépressions, des tentatives de suicide, et des séparations. Il y a un éclatement de la cellule entre les drogues et la schizophrénie aussi. Oui, tout à fait. Bon, j'ai laissé ça peut-être par la suite. On ne peut pas tout aborder. C'est clair. Donc le docteur Andal l'a souligné tout d'abord, il y a des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, c'est les troubles mentaux non diagnostiqués, non dépistés. Et souvent, donc, il y a une tentative d'automédication en recourant aux drogues. Et quand donc le patient arrive, c'est déjà donc ce qu'on appelle le double diagnostic. Nous avons d'une part la perte du contrôle de la consommation des substances et une maladie mentale donc sous-jacente, ce qui complique vraiment donc la prise en charge. Oui. On termine avec vous brièvement, docteur Antal, peut-être conclure en disant que les addictions devraient sortir justement du champ de la morale. Aujourd'hui, on ne devrait plus considérer les addicts comme des délinquants. Oui, je pense que les considérer comme malades, des patients, c'est eux qui demandent des soins. En plus, je veux dire que prendre la problématique, au sérieux, parce que là, il s'agit d'une maladie. La maladie nécessite une prise en charge par des spécialistes. Je pense aussi corriger certaines informations reçues, fausses, compléter les informations aussi incomplètes, aussi faire passer des messages corrects, scientifiques, et aussi, je pense que prendre la personne du côté médical addictologique, psychiatrique, psychologique, social, c'est pas aussi évident. Même la réintégration, vous avez parlé du maintien de l'abstinence qui se base sur la réintégration de la patient, du patient dans un contexte social aussi, c'est-à-dire c'est un tout. En plus, sans oublier si le patient développe aussi
des complications, je vais dire, physiques. Oui. Alors là, Il je reste pense plus que de c'est temps, pour ça, oui. Oui, Je pense que c'est pour ça que prendre les choses au sérieux et donner aussi la touche scientifique au sujet. Oui. Voilà. C'est très important, oui, je disais juste pour conclure qu'il faudrait sortir justement les addictions du champ de la morale, peut-être pour arrêter la stigmatisation, pour que ces gens puissent justement consulter. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous pouvez vous poser. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.